Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le dernier cours qui va porter sur la matière de l'énergie. On va revenir aussi un petit peu sur le concept de travail. Donc pour le prochain cours, ça va être simplement des exercices de révision que vous allez faire de votre côté, puis je vais vous présenter aussi les solutions. Fait qu'aujourd'hui, on y va avec plusieurs exemples. Il n'y a pas de nouvelles matières, mais je vais quand même réviser les thèmes qu'on vient de voir ensemble. Donc ici, j'ai mis une illustration là, qui montre un marteau qui vient taper un clou. Donc on a au départ, dû à la hauteur du marteau, de l'énergie potentielle. Il n'y a pas encore d'énergie cinétique parce qu'il n'y a pas de vitesse. Cette énergie potentielle-là, dans le fond, se transforme en énergie cinétique à mesure que la hauteur diminue, l'énergie potentielle diminue, mais l'énergie cinétique augmente. Ce qui fait que le bilan, le total reste le même, l'énergie mécanique reste constante. Puis plus tard, quand le coût est donné, là, ça va transférer ça en énergie mécanique pour faire enfoncer le clou. OK, alors c'est ça, on révise ici les formules qu'on a vues. Pour commencer, on avait vu le premier type d'énergie qu'on a vu, c'est l'énergie cinétique, donc qui se calcule comme 1/2 fois la masse en kilogrammes fois la vitesse au carré, vitesse en mètres par seconde. Puis, on a vu aussi une autre équation, puis on n'a pas fait d'exemple encore là-dessus, donc je vais faire ça ce matin. Alors, on a vu qu'il existe un lien entre le travail total puis l'énergie cinétique. Quand on calcule le travail fait par toutes les forces sur un objet pendant un déplacement, on obtient le travail total. Ça nous donne la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale, donc à la fin du déplacement, moins l'énergie cinétique initiale. J'ai transformé ça ici en une équation peut-être un petit peu plus pratique. C'est plus sur cette forme-là qu'on va l'utiliser. Je vais aller faire avec vous un exemple ou deux là-dessus, juste pour que vous voyez comment on peut appliquer cette relation-là. Puis en passant aussi, ça s'appelle, cette équation-là, le théorème de l'énergie cinétique. Okay, le premier exemple qu'on va faire, c'est à la page, dans votre livre, la page 230, le numéro 7. Là, vous vous dites peut-être, on l'a déjà fait ce numéro-là, mais je veux comme le poursuivre. C'est-à-dire, dans le livre, on nous demande simplement le travail total sur le cycliste pendant qu'il descend une pente, puis il n'y a pas de frottement. Fait que vous avez déjà fait le calcul. Vous avez trouvé que le travail de la force normale est zéro parce qu'elle est perpendiculaire au déplacement. Puis vous avez trouvé que le travail de la force gravitationnelle, lui, est 764 joules. Fait que le travail total, c'est l'addition du travail fait par les deux forces qui agissent sur le cycliste, puis on obtenait 764 joules. Maintenant, ce que je vais demander comme question, c'est si le cycliste, au début, en haut de la pente, avait une vitesse nulle, quelle est sa vitesse lorsqu'il arrive en bas de la pente? Donc là, on va passer au tableau pour faire cette partie-là de la question. J'ai écrit les informations, puis je vais écrire maintenant le théorème de l'énergie cinétique qui est que le travail total égale la variation de l'énergie cinétique. Je vais l'écrire au long tout de suite. Ça veut dire que c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse finale au carré, moins 1/2 fois la masse fois la vitesse initiale au carré. Donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Alors ici, si on insère nos informations, on a 764 joules égale 1/2. J'avais pas réécrit ici, là, mais la masse du cycliste était de 75 kg. Donc, je mets ça ici, 1/2 fois 75 fois sa vitesse finale, c'est l'inconnu au carré, moins 1/2 fois la masse de 75 fois la vitesse initiale au carré, mais ça, c'est 0. Donc, le dernier terme va être nul, puis là, on va pouvoir isoler la vitesse finale, la vitesse à laquelle le cycliste va arriver en bas de la pente. On obtient que la vitesse finale du cycliste est de 4,51 mètres par seconde lorsqu'il est en bas de la pente. Donc, vous voyez, hein, le travail était positif. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu un effet de faire varier l'énergie cinétique en la faisant augmenter. Donc, ça a fait augmenter la vitesse de 0 à 4,51 mètres par seconde. Donc, le deuxième exemple que je veux faire, c'est celui-ci, celui qui suit directement, donc à la page 231, numéro 8. Encore une fois, vous avez déjà répondu à cette question-là pour ce qui est demandé dans le livre. On demandait le travail total effectué sur la voiture pendant la descente d'une pente. Puis, on estimait aussi que
il y avait une résistance de l'air ici de 18 newtons dans le sens contraire du mouvement de la voiture. Fait que je voulais faire avec vous un exemple où est-ce qu'il y a une espèce de frottement cinétique. Ici, c'est l'air qui glisse sur les parois de la voiture qui fait un frottement. Ça fait perdre de l'énergie à la voiture, ça. Puis pourquoi je veux faire ça avec vous, c'est qu'on a vu qu'on peut appliquer le principe de conservation de l'énergie lorsqu'il n'y a pas de frottement cinétique, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un frottement cinétique? Donc là, on va le faire, on va aborder cette question-là sous l'angle du théorème de l'énergie cinétique à la place. Fait que ce que je vous demande ici, c'est un peu la même question, mais on va commencer avec quelque chose de réaliste. La vitesse initiale de la voiture en haut de la pente, c'est pas 0, ça va être 10 mètres par seconde, puis là, on se demande quelle va être la vitesse finale en bas de la pente. Donc, voici les informations que j'ai notées. Donc, on avait trouvé à cette question-là un travail total fait par l'ensemble des forces qui donnait 35 662 joules. Donc, à nouveau, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour trouver la vitesse finale. Donc, il n'y a pas une grande différence avec ce qu'on vient de faire. La seule chose, c'est que la vitesse initiale ici n'est pas 0. Quand on va insérer nos valeurs, on va donc en tenir compte de ce terme-là. Alors, j'ai 35 662 joules égale 1/2 fois la masse de la voiture 1600 kg fois vitesse finale au carré, c'est l'inconnu, moins 1/2 fois 1600 kg fois la vitesse initiale 10 au carré. Donc, voici à quoi ça revient. Le dernier terme ici, ça donne 80 000. Alors là, je vais l'envoyer du côté gauche, fait que ça va additionner 35 662 plus 80 000. Ça va être égal à 800 fois la vitesse finale au carré. J'obtiens 115 662 égale 800 fois la vitesse finale au carré. Encore, ici, je divise 115 662 par 800, j'obtiens 144,58 égale le carré de la vitesse finale. Donc, en prenant la racine carrée, j'obtiens ma réponse. La vitesse finale de la voiture sera de 12,0 mètres par seconde. OK, si on continue de réviser les énergies qu'on a vues, là, on a représenté l'énergie cinétique, mais il y a aussi les deux types d'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, qui est masse en kilogrammes fois 9,8 fois la hauteur en mètres. Donc, c'est présent lorsqu'un objet a une hauteur. On va travailler avec cette valeur-là lorsque, pendant un mouvement, la hauteur va varier. Si ça reste à la même hauteur, on n'en tient pas compte. Puis, on a l'énergie aussi potentielle élastique lorsqu'il y a présence d'un ressort. Alors, si le ressort est comprimé ou étiré, il y a de l'énergie qui est emmagasinée dedans, qui s'appelle énergie potentielle élastique et se calcule comme 1/2 fois la constante de rappel du ressort en newton par mètre fois l'allongement ou la compression du ressort en mètres au carré. Donc ça fait un petit rappel des formes d'énergie. Maintenant, aussi, je vous rappelle que l'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies présentes à un certain moment dans le mouvement. On fait l'énergie cinétique plus la ou les énergies potentielles lorsqu'il y en a qu'on doit considérer. Alors, l'énergie mécanique est constante en l'absence de frottement cinétique, parce que le frottement, lui, ferait perdre de l'énergie, la ferait diminuer l'énergie mécanique. Je rajouterais à ça aussi que si, par exemple, on a une force comme quelqu'un qui vient pousser une boîte, là aussi, on ne pourrait pas dire que l'énergie est constante parce que la personne, c'est comme un agent extérieur qui vient donner de l'énergie à l'objet. Mais si on n'a pas un agent extérieur comme une personne qui agit sur l'objet ou s'il n'y a pas de frottement cinétique, alors l'énergie mécanique est conservée. Le troisième exemple qu'on va faire aujourd'hui, on va mettre en application le principe de conservation de l'énergie. Donc ici, on a une petite fille de 20 kg qui fait de la balançoire. Donc ça, c'est un exemple de situation où est-ce que l'énergie mécanique totale est conservée. Il n'y a pas de frottement cinétique, puis on considère que la petite fille se balance toute seule, il n'y a pas personne qui la pousse. Donc on dit qu'au point A, la vitesse de la petite fille, c'est 2 mètres par seconde. Puis cette position-là, la position A, se trouve à 50 cm de hauteur par rapport à la position B. Donc, premièrement, on demande l'énergie mécanique de la fillette lorsqu'elle se trouve à la position A.
Alors, l'énergie mécanique, ici, vu qu'il n'y a pas de ressort, il peut y en avoir deux formes. On peut avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle et de l'énergie cinétique. Là, il va falloir choisir où est-ce qu'on met la hauteur égale 0, donc l'origine de notre axe Y. On va choisir de la mettre au point B parce que c'est le point le plus bas avec lequel on va travailler. On n'a aucune idée ici où est-ce que serait le sol, donc on suppose que c'est pas beaucoup plus bas, mais en tout cas, on n'a pas d'indication à combien plus bas que la balançoire. Donc, on met la hauteur de 0 au point B. Ça veut dire qu'au point A, la petite fille a de l'énergie potentielle gravitationnelle parce qu'elle est à la hauteur 50 cm. Donc, on va aller calculer ça ici. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle, ça va être la masse en kg fois 9,8 fois la hauteur, mais en mètres. Donc, le 50 cm mis en mètres, ça va faire 0,5. Et elle a quand même une vitesse déjà au point A. On dit 2 mètres par seconde. Donc, ici, on va faire une demi fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, ces deux énergies-là, l'énergie potentielle gravitationnelle qui est 98 joules et l'énergie cinétique qui est 40 joules, on va les additionner ensemble pour obtenir l'énergie mécanique. Ici, on obtient comme énergie mécanique au point A 138 joules. Prochaine question, c'est de déterminer l'énergie mécanique de la fillette lorsqu'elle se trouve à la position B. Bien, ici, vous avez compris le principe de conservation de l'énergie. Vous savez que l'énergie mécanique à un point initial égale l'énergie mécanique à un point final pendant le mouvement qu'on étudie. Donc, autrement dit, l'énergie mécanique du point A, bien, c'est égal à l'énergie mécanique du point B. Donc, on a encore 138 joules au total d'énergie mécanique lorsqu'elle se trouve au point B. Finalement, on demande en C, quelle est la vitesse de la fillette lorsqu'elle se trouve à la position B. Comment on va procéder? Bien, on vient de déterminer que l'énergie mécanique de la fillette au point B, ce serait la même qu'en A, donc 138 joules. Puis, cette énergie mécanique-là peut être constituée d'une énergie cinétique et d'une énergie potentielle gravitationnelle. Cependant, ici, la hauteur de la petite fille au point B est rendue 0, selon où est-ce qu'on a placé notre axe. Si on a dit que c'était 50 cm en A, elle est rendue à la hauteur 0 au point B. Donc, cette énergie-là est nulle. Fait que tout le 138 joules, finalement, c'est l'énergie cinétique de la petite fille. Ça veut dire que 138 joules va être égal à une demi fois la masse fois la vitesse au point B au carré. Et là, on peut isoler. Et ça nous donne qu'elle a maintenant une vitesse de 3,71 mètres par seconde. On voit que la vitesse elle a augmenté, c'est logique, là, en descendant comme ça. Mais encore une fois aussi, je voulais mentionner qu'on a une situation ici où on n'aurait pas pu utiliser une équation du MRUA. La trajectoire ici de la petite fille, au bout de la courbe de la balançoire, ça forme une portion d'un cercle. Puis ça, tout au long de son déplacement, le long de cette trajectoire-là, l'accélération n'est pas constante. Donc, vu que ce n'est pas une accélération constante, on ne pourrait pas utiliser une des 4 équations du MRUA. Fait qu'en allant par l'approche de la conservation d'énergie, on est capable de calculer la vitesse pendant la trajectoire, alors qu'on n'aurait pas pu le faire là, par les méthodes qu'on avait vues précédemment. Maintenant, à l'exemple 4, on va revenir à une situation qu'on avait vue un petit peu, mais on ne va pas faire les mêmes questions. Donc, on dit on a un bloc qui est laissé tomber là, à partir d'une hauteur de 45 cm au-dessus d'un ressort. Et initialement, le ressort était à sa longueur naturelle. La masse du bloc, c'est 2 kg, puis on le laisse tomber à partir d'une vitesse de 0. Le ressort va alors se comprimer de 12 cm par rapport à sa longueur naturelle. Ici, donc, ça, c'est la compression maximum du ressort, le 12 cm. Suite à ça, on imagine que le bloc va être rééjecté. Alors, on demande en A de calculer la vitesse du bloc au moment où il atteint le ressort. On va le faire par conservation de l'énergie. Donc là, on va regarder le bloc alors qu'il passe de la position A à la position B. Donc, c'est-à-dire, il va descendre de 45 cm. La position C, ce sera lorsque on atteint la compression maximum du ressort. On va l'utiliser plus tard. Donc, pour le point A jusqu'au point B, on sait qu'on a un phénomène de chute libre dans lequel l'énergie va être conservée parce qu'il n'y a pas de frottement, on néglige le frottement de l'air. Donc, on dit ici que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. Là, il faut choisir la hauteur qui est égale à 0, comme le Y, c'est où l'origine. J'ai décidé de la prendre au point le plus bas, à la valeur C ici. Donc ça va être le Y égale 0. Puis on sait que le point C, ça va être
lorsque le ressort s'écrase ou se comprime de 12 cm. Donc, ça veut dire le point B, il est 12 cm au-dessus du point C. Puis ensuite, le point A est un autre 45 cm plus haut. Donc, on va aller chercher les formes d'énergie mécanique. L'énergie mécanique au point A, ça va être l'énergie potentielle gravitationnelle due à la hauteur au point A, plus l'énergie cinétique au point A. Mais là, on dit c'était initialement immobile quand le bloc est parti du point A. Donc, ça, c'est 0. Après ça, ça va être égal à l'énergie potentielle gravitationnelle au point B plus l'énergie cinétique au point B. L'énergie cinétique au point B contient la vitesse qu'on cherche. Donc, si vous avez bien compris les explications, ici, la hauteur initiale au point A, c'était 12 cm plus 45 cm. Donc, il faut le mettre en mètres aussi. Alors, on a la masse de 2 fois 9,8 fois la hauteur qui est 0,12 plus 0,45. Ça, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle au point A. Après ça, on a l'énergie potentielle gravitationnelle au point B. Au point B, on est rendu à une hauteur de 12 cm par rapport au point le plus bas. Donc, 2 fois 9,8 fois 0,12. Et on ajoute à ça l'énergie cinétique qui est 1/2 fois la masse de 2 fois la vitesse au point B au carré. Remarquez que l'énergie mécanique finale au point B, ça donne dans le fond l'énergie mécanique initiale au point A. Puis ça, c'est égal à 11,17 joules. Je fais une petite parenthèse pour ça parce qu'on va l'utiliser dans la suite de la question. Fait que l'énergie mécanique est de 11,17. Puis ici, c'est divisé en 2,35 plus l'énergie cinétique. Fait que là, on fait le calcul et on obtient que la vitesse du bloc, quand il arrive sur le ressort, il va à 2,97 mètres par seconde. Ensuite, on demande de calculer la constante de rappel du ressort. Alors, on va se servir du fait que le ressort se comprime de 12 cm jusqu'à ce que le bloc atteigne, il va ralentir là, en comprimant le ressort, il va atteindre une vitesse de 0, puis après ça, son mouvement va changer de direction. Donc, on va se servir de ça. On va aller faire appliquer le principe de conservation de l'énergie du point B au point C pour trouver la constante de rappel du ressort. Donc, l'énergie mécanique du point B va être égale à l'énergie mécanique au point C. Puis, on a trouvé tantôt, là, c'est là que j'avais mis un encerclé rose, que l'énergie mécanique au point B, c'était le 11,17 joules. Fait que j'ai décortiqué ici les valeurs, là, mais techniquement, on a déjà toute la portion gauche de l'équation, on l'a déjà calculée. Donc, pour ce qui est de l'énergie finale au point C, il n'y aura plus d'énergie potentielle gravitationnelle au point C parce qu'on a décidé de placer la hauteur 0 à cet endroit-là. Ensuite aussi, comme c'est l'endroit où la compression est maximum, c'est l'endroit où le bloc va atteindre la vitesse de 0 avant de changer de direction. Donc, il n'y a pas d'énergie cinétique non plus. Donc, toute l'énergie mécanique, elle est dans la compression du ressort au point C. OK? Donc, comme j'ai dit à gauche, on a déjà la valeur, c'est le 11,17 joules. Fait que ça va être égal à 1/2 fois la constante de rappel qu'on cherche, fois la compression à la fin qui est de 0,12 mètres au carré. Alors, on peut isoler maintenant la constante de rappel du ressort. Fait qu'on obtient ici 1551 newtons par mètre. Une dernière question sur cet exemple-là, c'est de calculer l'accélération du bloc au moment où le ressort est comprimé de 12 cm. Là, quand on cherche une accélération, on n'a pas vu aucune accélération dans les équations d'énergie. Donc, il faut revenir au concept de la deuxième loi Newton, les analyses des forces. Fait que si on veut faire une analyse de force, on va faire notre diagramme de corps libre sur le bloc à cette position-là. Alors, à cette position-là, on a la force gravitationnelle qui agit vers le bas, puis le ressort, lui, est comprimé, donc il veut revenir à sa longueur naturelle, alors il exerce une force vers le haut. Si on applique la deuxième loi de Newton, ici, on va travailler en Y, comme nos forces sont verticales. On sait que la force totale en Y devrait donner la masse du bloc fois son accélération en Y. Et là, c'est ça qu'on cherche. Donc, quelles sont les forces qui sont présentes? On en a identifié 2. Puis la force du ressort, on voit ici qu'elle est positive puisqu'elle est dans le sens du Y et la force gravitationnelle est négative. Donc là, j'ai écrit aussi leur correspondance. La force d'un ressort, c'est K, la constante de rappel, fois la compression en mètres. Et ici, j'écris la force gravitationnelle qui est la masse fois 9,8. Donc ici, on voit qu'on a tout ce qu'il nous faut pour aller chercher l'accélération.
La constante de rappel, c'est une propriété du ressort. On l'a trouvée en B, donc elle s'applique encore en C vu qu'il s'agit du même ressort. Fait que c'est 1551 newtons par mètre fois la compression, ici en mètres, c'est 0,12 mètres, et moins le poids qui est de 19,6, la masse de 2 fois 9,8, et ça, c'est égal à la masse en kilogrammes de 2 fois l'accélération en Y. Alors, voici ce que le calcul va nous donner. La composante d'accélération en Y à cet instant-là est de 83,3 mètres par seconde carré. Vous trouvez peut-être que c'est un chiffre assez élevé pour une accélération. L'accélération, ça reflète à quel rythme la vitesse est en train de varier. Donc, vu qu'on est au point où la direction de la vitesse va changer, c'est très, très rapide pour que la vitesse change de direction. Donc, c'est normal d'avoir une accélération qui est aussi élevée. On va poursuivre avec, comme exemple, le numéro 3 de la page 277. Donc ici, on dit qu'on va concevoir une espèce de système de sécurité pour un ascenseur au cas où le câble de l'ascenseur se briserait. Donc, on évalue qu'à ce moment-là, la vitesse maximale à laquelle la cabine de l'ascenseur pourrait chuter, c'est 18 mètres par seconde. Puis là, il faudra avoir un ressort un gros ressort qui puisse se comprimer de 3 mètres. Puis la masse de la cabine, on évalue à 2 tonnes, ce qui est 2000 kg. Donc là, on se demande, ce serait quoi la constante de rappel nécessaire pour le ressort. Alors, on va utiliser le principe de conservation de l'énergie mécanique initiale égale l'énergie mécanique finale. Le point initial, c'est quand l'ascenseur arrive sur le ressort, puis on va considérer la pire situation où est-ce que la vitesse de la cabine, c'est 18 mètres par seconde. Puis le point final, c'est lorsque la cabine est arrêtée au moment où le ressort est comprimé de 3 mètres. Donc, les formes d'énergie qu'on a à considérer ici sont l'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique. Mais dans la situation initiale, on peut dire que le ressort n'est pas encore comprimé, il est à sa longueur naturelle. Ça veut dire qu'on n'aura pas encore d'énergie potentielle élastique d'accumuler dans le ressort. Il va y avoir une vitesse, puis il va y avoir une hauteur. On va fixer notre Y égale 0 lorsque le ressort est le plus comprimé à la fin. Donc, si la hauteur est 0 à la fin, c'est-à-dire que l'énergie potentielle gravitationnelle va être de 0 à la fin. Puis on peut aussi dire que l'énergie cinétique est de 0 à la fin puisque l'ascenseur ici va ralentir jusqu'à ce qu'on atteigne la compression maximale du ressort puis la vitesse de 0. Fait que finalement, on a une énergie cinétique initiale qu'on va calculer comme 1/2 fois la masse de 2 tonnes, 2000 kg, fois la vitesse de 18 au carré, plus l'énergie l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, ça va être la masse de 2000 kg, fois 9,8, fois la hauteur initiale qui est 3 mètres, par rapport à où est-ce qu'on a choisi la hauteur 0. Et à la fin, on va avoir l'énergie potentielle élastique, donc 1/2 fois la constante de rappel du ressort, c'est la valeur qu'on veut déterminer, et fois la compression finale du ressort en mètres, donc 3 au carré. Donc, voici ce que ça donne ici. L'énergie cinétique initiale est de 324 000 joules. L'énergie potentielle gravitationnelle initiale de 58 800 joules. Et à la fin, j'ai combiné le 3 au carré fois 1/2, ce qui donne 4,5 fois K. Donc, on évalue ici que ça prendrait un ressort extrêmement rigide d'une constante d'élasticité de 85 067 newtons par mètre. OK, maintenant, on va aller au numéro 4 qui est juste après, même page. On demande à quelle vitesse une voiture de 1000 kg doit-elle rouler pour avoir la même énergie cinétique qu'un camion de 20 000 kg qui roule à 30 km/h. Donc, le camion, on a une masse de 20 000 kg, puis une vitesse de 30 km/h. Ça, ce n'est pas des unités qu'on peut utiliser pour les énergies. Donc, je vais la transformer, cette vitesse-là, en mètres par seconde, ce qui revient à faire 30 divisé par 3,6. Donc, ça équivaut à une vitesse de 8,33 mètres par seconde. Fait que là, on va aller calculer l'énergie cinétique du camion. Ça va être 1/2 fois la masse de 20 000 fois la vitesse de 8,33 au carré.
On a ici une énergie de 693 889 joules. Donc là, on veut savoir ce serait quoi la vitesse nécessaire pour une voiture pour avoir la même énergie cinétique. Donc, si l'énergie cinétique de ma voiture est de 693 889 joules, bien ça va être égal à 1/2 fois la masse de la voiture de 1000 fois sa vitesse au carré. Donc, je vais faire ma valeur d'énergie fois 2 divisé par 1000 racine carrée. Alors, on obtient ici que la vitesse de la voiture, il faudrait qu'elle soit de 37,25 mètres par seconde. C'est très, très rapide parce que ça, c'est comparé au camion 8,33. Quand on compare des mètres par seconde à mètres par seconde. On va aller faire un dernier exemple à la page 281, le numéro 2, mais seulement le A. OK, donc on dit que un automobiliste roule à 35 km/h sur une pente. Bien, ça, c'est quand il est en haut de la pente. Puis j'ai tout de suite transformé cette vitesse-là en mètres par seconde, donc en divisant par 3,6. Ça donne une vitesse de 9,72 mètres par seconde. Puis là, il va descendre une vallée là, qui a une hauteur de 15 mètres. Donc, on peut dire que sa hauteur initiale, c'est 15 mètres. Puis on demande si il arrive en bas de la côte, puis il y a une pancarte vitesse maximale de 70 km/h, est-ce qu'il dépasse la limite de vitesse? Donc, on veut trouver sa vitesse finale. On va procéder par conservation d'énergie mécanique parce que dans une voiture ici, bon, on ne parle pas du frottement de l'air, donc on va le négliger. Puis, on va pouvoir dire que l'énergie mécanique initiale va être égale à l'énergie mécanique finale. Premièrement, les sortes d'énergie qu'on peut avoir ici, il n'y a pas de ressort, fait que ça va se limiter à de l'énergie cinétique initiale, plus énergie potentielle gravitationnelle initiale, et à la fin, ça va être les mêmes valeurs. Mais à la fin, on pourrait dire qu'il va être rendu à la hauteur finale de 0, puisqu'on a pris la hauteur par rapport en bas de la vallée. Donc ici, ça va être 0. L'énergie cinétique initiale, on va la calculer en faisant 1/2 fois la masse de la voiture. OK, je réalise qu'elle n'est pas fournie. Fait que ça, c'est peut-être un numéro d'un niveau de difficulté un peu plus élevé, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là si la masse n'est pas fournie, on écrit le symbole. Et ce qui va arriver, c'est que si on ne l'a pas fournie, on n'en a probablement pas besoin, elle devrait s'annuler. Fait que je vais en faire 1/2 fois la masse fois la vitesse initiale de 9,72 au carré, plus masse, donc M, fois 9,8 fois la hauteur initiale de 15 mètres. Ça va être égal à la fin 1/2 fois la masse fois la vitesse finale au carré qu'on cherche. Voyez-vous ici, la masse se retrouve dans tous les termes. OK? Je vais identifier les différents termes qui sont séparés par le égal et le plus. Là. Donc, ça, ce sont les 3 termes de l'équation. Puis, autrement dit, si on divise par la masse partout dans l'équation, chaque côté de l'équation divise par M, l'équation va rester quand même valide, puis la masse va s'annuler. OK? Donc, je vais réécrire mon équation sans la masse maintenant. Ça va un peu simplifier les choses. J'ai 1/2 donc fois 9,72 au carré plus 9,8 fois 15. Et c'est égal à 1/2 fois la vitesse carrée. Donc, voici les étapes. Ici, on a nos 2 facteurs ici qui ont été calculés. Le premier donne 47,24, ensuite 147. On les additionne ensemble, on obtient 194,24. Donc là, on va faire x2 et racine carrée de ce qu'on obtient. Et la vitesse finale, en bas de la pente, en mètres par seconde, c'est 19,7 mètres par seconde. Pour savoir si la limite de vitesse est dépassée, il va falloir le retransformer en km/h. Donc là, cette fois, il faut multiplier par 3,6 parce qu'on fait l'opération inverse qu'on fait d'habitude. Donc ici, on obtient que c'est équivalent à 70,95. En fait, je devrais dire arrondir ça à 71 km/h. Bon. Techniquement, la limite de vitesse est dépassée, mais je pense que dans une situation réelle, ça serait
acceptable, tout à fait acceptable dans une zone où est-ce qu'on a un maximum de 70 km/h de rouler à 71 km/h. Donc, c'est bon. Alors, voici les tâches à compléter pour aujourd'hui. Il n'y a pas de lecture parce qu'on avait déjà vu les contenus complets là, au dernier cours. Donc, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, c'était juste un peu de la pratique. Fait que c'est suivi ici d'une page avec les réponses. Bien sûr, si vous avez des questions sur ces numéros-là, n'hésitez pas. C'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit au prochain cours pour un document d'exercice pour préparer l'examen. Au revoir.